Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Je résume donc des heures de lecture en quelques minutes pour que t'aies pas à le faire. Tout ça dans un vocabulaire accessible avec des exemples réalistes et transparents qui vont te permettre de mieux comprendre le monde financier si tu es débutant dans le domaine ou plutôt de réfléchir à tes stratégies actuelles si tu navigues déjà dans ce domaine-là. Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce deuxième bilan de l'année, donc deuxième bilan trimestriel de l'année 2023. Petit rappel, à l'épisode 1, je me présentais davantage pour ceux qui souhaitent mieux me connaître avant de regarder mes bilans. Sinon, les épisodes 8 et 20 sont mes deux bilans précédents, soit mon premier bilan annuel et le premier bilan trimestriel de 2023. Sinon, dans l'épisode 26, je présente davantage ma stratégie d'analyse pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast. Un autre petit rappel avant de faire le bilan, de vous signaler en fait que je vous dis pas quoi faire dans ces bilans-là. Je vous montre pas ce que moi je fais pour que vous copiez ce que je fais. Je suis pas millionnaire encore. Je vous invite plutôt à m'accompagner dans mon aventure à moi vers mes objectifs financiers. Donc le premier, c'est de remplir mes comptes avantageux au niveau fiscal. Donc je vais faire des heures dans ce parcours-là dans les prochaines années, mais je vais toujours vous en faire part en toute transparence. Donc, voyez pas ces bilans-là comme un guide à suivre ou un bilan pour essayer de me vanter de quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour vivre mon aventure à moi financière, vous la partager en espérant que ça peut peut-être vous amener à réfléchir sur votre propre stratégie. Je rappelle que tout ce que je partage me concerne moi, donc tout ce qui concerne la valeur nette puis les chiffres de ma blonde sont pas partagés ici. Je rappelle que elles sont REER et gérées de façon autonome et passive dans le FNB XEQT. Et maintenant, elle a ajouté également des CELI, donc son CELI est également à 100% dans XEQT. J'ai un 200 000 $ d'assurance vie. Je les inclus pas dans mes actifs parce que ça m'appartient pas vraiment à moi. C'est si je meurs, ça va aller à mes proches. Donc, je l'ai pas inclus dans mon actif net. J'ai également fait ce choix-là après avoir discuté avec 2-3 auditeurs et auditrices du podcast qui m'ont dit que c'était une bonne idée de pas l'inclure dans mon actif net. Donc, j'ai continué à faire ce choix-là. Mais sachez que j'ai une assurance vie de 200 000 $, soit 100 000 $ personnel et 100 000 $ au travail. Donc, celle au travail, je vais la perdre lorsque je vais prendre ma retraite, mais il va toujours me rester l'autre de 100 000 $. Et également, j'ai décidé de ne pas inclure les impôts de mes REER. Donc, j'ai inclus les REER dans mes actifs nets, mais il faut être conscient que lorsque je vais enlever ces REER-là, je vais être imposé sur l'argent que je vais retirer de mon REER selon mon taux d'imposition au moment où je vais les retirer. J'ai décidé de pas calculer, d'estimer en fait un taux d'imposition dans ces REER-là pour mettre dans mes passifs parce que je peux rouler mon REER à ma conjointe puis je trouvais ça difficile d'estimer quel allait être le taux d'imposition rendu à ce stade-là. Je souhaite pouvoir les retirer sans être imposé avec une stratégie fiscale quelconque, mais on va voir rendu là. Mais pour l'instant, l'impôt de mes REER ne fait pas partie de mes passifs. J'aurais pu les ajouter, mais après avoir discuté avec certains comptables qui font partie de l'auditoire du podcast, j'ai décidé également de ne pas inclure, comme pour l'assurance vie, l'impôt de mes REER dans mon bilan financier. Enfin, oubliez pas que je suis pas un conseiller financier, je donne aucun conseil aujourd'hui. Tout ce que je dis, c'est à des fins éducatives et comme je disais tantôt, pour vous faire réfléchir en vous montrant un exemple concret et transparent de ce à quoi ça peut ressembler gérer ses finances tout seul. J'ai pas du tout la prétention de dire que je détiens la vérité ou que mon opinion est meilleure que la vôtre, loin de là. Je vais seulement présenter mes rendements, donc le rendement de mes placements au bilan annuel en janvier. Ça sert à rien de regarder ça aux 3 mois selon moi. Avant de commencer, je vous informe comme d'habitude qu'il y a une image sur la page Facebook du podcast qui a été partagée hier soir pour vous accompagner dans mes propos si ça peut vous aider avec un tableau qui montre les chiffres et surtout l'évolution des chiffres depuis mon dernier bilan. Et maintenant, voyons voir plus en détail mes actifs et mes passifs au 30 juin 2023. On commence avec les actifs comme d'habitude, donc je vais suivre les chiffres dans l'ordre de l'image que j'ai partagée sur Facebook. La première catégorie d'actifs, c'est le compte chèque personnel Desjardins. Donc sur mon compte chèque personnel, au moment d'enregistrer l'épisode, j'étais à 2000 $. Donc habituellement, je garde le minimum ici, soit 1500 $. Le reste est investi à 100%. Pourquoi j'ai 2000 $ présentement, c'est que j'ai un peu triché pour cet épisode-là. Je l'enregistre quelques jours
avant le 30 juin parce que je dois quitter pour une conférence au Chili. Donc, je voulais m'assurer que dans les quelques journées qui restaient, s'il y avait des paiements qui passaient, ben ça me permettait de respecter mon 1 500$ que j'essaie de garder comme fonds d'urgence. Je répète, moi, ma sécurité, mon fonds d'urgence, c'est vraiment ma marge hypothécaire plus mes conditions de travail où j'ai une assurance invalidité puis une assurance maladie, donc tout ça. Donc attention, habituellement, on suggère d'avoir 3 à 6 mois de salaire net pour votre fonds d'urgence. En fait, de dépenses. 3 à 6 mois de dépenses dans votre fonds d'urgence. Deuxième catégorie d'actifs, c'est le compte conjoint. Actuellement, au moment d'enregistrer l'épisode, on était à peu près à 3600$ dans le compte conjoint. Donc ce compte-là sert à payer les dépenses courantes. On paye tout 50-50, moi et ma conjointe. Donc ce compte-là est un petit peu plus élevé parce qu'au moment d'enregistrer l'épisode, je savais qu'il y avait des dépenses qui s'en venaient, donc notamment payer des cartes de crédit pour des dépenses de rénovation du patio, donc de la décoration patio dans le mois de juin, et également les taxes municipales. Également, il y avait un paiement de taxes municipales qui s'en venait dans les prochains jours, donc c'est pour ça que le montant est un peu plus élevé peut-être que dans le dernier bilan. Sinon, troisième catégorie d'actifs, mon CELI. Mon CELI est rendu environ à 50 615$, donc dans les 3 derniers mois, soit dans les 3 derniers mois, soit avril, mai, juin, j'ai cotisé pour 12 900$ environ dans mon CELI, ce qui m'amène depuis le début de l'année 2023 à avoir cotisé 21 200$ environ dans mon CELI. Ce qui est important de mentionner pour ce bilan-là, donc dans les 3 derniers mois, j'ai reçu beaucoup plus d'argent que ce à quoi mon salaire me permet d'accéder. J'ai notamment reçu un retour d'impôt de 6 500$ à cause de mes contributions réelles de l'année passée. Et également, j'ai reçu un 4 000$ de rétroaction pour mon travail à cause de nouvelles négociations salariales. Donc, j'ai une rétroaction d'1 ou 2 années, je crois, qui était l'équivalent d'environ 4 000$. Donc, j'ai reçu 10 500$ de plus dans les 3 derniers mois, ce qui m'a permis de contribuer quand même à 12 900$ dans mon CELI, ce qui est intéressant. Par contre, si j'avais pas eu autant de dépenses, donc on a eu beaucoup de dépenses de rénovation dans les 3 derniers mois, j'aurais pu mettre plus que 12 900$, mais c'est ce que j'ai réussi à mettre. Au-delà des 12 900$, on se rend compte que la différence avec le dernier bilan est quand même de plus de 4 800$. Donc, en plus du 12 900$ que j'ai cotisé, j'ai fait 4 800$ de rendement depuis le dernier bilan, ce qui est quand même super intéressant, mais je dois une grosse partie de ces rendements-là à Meta, qui monte beaucoup depuis le début de l'année, puis qui occupe maintenant la plus grande partie active de mon portefeuille à cause de la valeur que ce titre-là a pris dans les derniers mois. Donc, j'ai cotisé environ 12 900$ dans le CELI, mais j'ai environ 17 700$ de plus dans mon CELI depuis 3 mois. Donc ça, je trouve ça super motivant d'un point de vue d'investissement. Donc, dans ce compte-là de CELI, je suis rendu à 57,3% d'enVQT. J'essaie d'avoir 70% d'enVQT, qui est un fonds négocié en bourse indiciel qui suit notamment l'indice canadien, l'indice américain, un indice international et un indice des pays émergents. Dans le dernier bilan, j'étais à 45,5, donc j'ai monté à peu près de 12%. Je rattrape tranquillement la répartition que je souhaite avoir. Ça s'est fait un petit peu moins vite dans les 3 derniers mois, malgré le montant cotisé, parce que Meta a pris beaucoup de valeur, donc la partie active de mon portefeuille a pris une valeur, donc ça a été plus difficile de rattraper le retard que j'ai dans ma répartition d'actifs. Je rappelle, ça m'a pris 1 ou 2 minutes ce mois-ci pour gérer mon CELI. Je me suis connecté sur mon compte Disnat, j'ai acheté du VQT et je me suis déconnecté de mon compte Disnat, donc c'est pas très lourd à gérer. J'ai maintenant 40,3% du portefeuille de mon CELI dans des titres individuels, donc gérés un petit peu plus activement ou que je choisis des compagnies. Le pourcentage visé, c'est plutôt 27%. Donc je vous nomme les titres en ordre d'importance que j'ai. J'ai fait aucun achat depuis le dernier bilan, donc c'est pas mal le même ordre, sauf que Meta est redevenu la première position dans mon portefeuille actif à cause de la valeur qu'elle a prise, que le titre a pris plus tôt depuis le début de l'année. Donc la première position dans mon portefeuille actif, c'est Meta. Ensuite, Regeneron Pharmaceuticals, donc REGN. Ensuite, troisième position, Innoviva INVA. Quatrième, Finvolution FINV. Ensuite, Medifast MED. Et dernière position, InMode INMD. Et je rappelle, j'ai toujours un titre dans mon CELI pour ma plus jeune fille, qui est un cadeau de son parrain qui met 150$ par année dans le titre HEO.TO. Enfin, je suis rendu à 2,5% dans la crypto-monnaie. Je vise une répartition environ de 3% dans la crypto-monnaie. Donc, j'ai 1,4% dans Bitcoin actuellement et 1,1% dans l'Ethereum. Sinon, quatrième catégorie d'actifs, c'est le REER. Donc, en ce moment, dans le REER, j'ai environ 48 500$,
qui est investi de façon passive indicielle dans plusieurs fonds négociés en bourse. J'ai jusqu'à maintenant en 2023 investi 0$ dans mon REER. Malgré aucun investissement depuis les 3 derniers mois, j'ai quand même mon REER a augmenté de 4000$ environ depuis 3 mois, donc juste avec des rendements positifs. C'est quand même fou, je trouve, de faire 4000$ comme ça en 3 mois sans rien faire. Donc avec mon CELI, pour les rendements depuis 3 mois, c'est environ 9000$. Donc j'ai fait 3000$ par mois en faisant rien, donc juste en ayant investi dans le passé dans ces comptes-là. Donc moi je capote, je trouve que ça motive vraiment à comprendre les rendements composés, qu'est-ce que ça peut faire. Donc en 3 mois, 3000$ par mois net. Donc c'est vraiment pour moi, en tout cas, dans les montants que moi je possède, ça me fait plaisir. Donc j'ai 6 FNB dans mon REER qui permettent de suivre différents, on va dire, indices. Donc j'ai 24% dans le FNB VOO qui suit le SP500 américain, donc les 500 plus grosses compagnies américaines. Je souhaite avoir 25%, donc je respecte quand même la répartition souhaitée. J'ai 20% dans QQQ qui suit l'indice Nasdaq, donc axé sur la technologie. Je vise 20%, donc c'est parfait. J'ai 19% dans l'indice, dans le FNB VXUS qui suit un indice international. Je vise 20%, donc c'est parfait. J'ai 15% dans AVUV, qui est un FNB qui suit des petites compagnies américaines, donc des small caps américaines. Je vise 15%, c'est parfait. J'ai 12% dans le FNB VIG et je vise 15%. Ce FNB-là suit des compagnies qui offrent des dividendes, mais également qui sont axées sur la croissance aux États-Unis. Et enfin, j'ai 10% dans le FNB VWO qui suit les indices des pays émergents. Je souhaiterais plutôt avoir 5% dans ce FNB-là, donc je devrais rééquilibrer mon portefeuille à peu près en septembre ou lors de mes prochaines cotisations au REER dans le mois de décembre. Prochaine catégorie d'actifs, c'est mon fonds de pension avec mon employeur, donc mon REGOP, qui est rendu à un montant de 94 682$. Donc ici, je prends aucune décision, je cotise le maximum permis par mon employeur, puis celui-ci accote le montant. Donc dans mon cas, ça représente 10% de mon droit de cotisation à chaque année à Montréal. Donc moi, je mets 5% et mon employeur met 5%. La formule que j'utilise, c'est que je regarde le montant estimé de ma rente, en fait, on va dire, de retraite. J'ai pas le bon terme, là, mais c'est le seul qui me vient à l'instant, donc de ma rente de retraite. Et je prends ce montant-là et je fais fois 1,75. Donc c'est une formule que j'ai vue à plusieurs endroits qui est suggérée pour calculer, en fait, la valeur de ce fonds de pension-là dans un actif net. En fait, pas dans un actif net, mais dans un actif tout court. Donc c'est vraiment un gros ajout au bilan d'aujourd'hui, au dernier bilan trimestriel que je fais, parce que c'est presque 30$, en fait pas 30$, mais 30 000$ de plus que j'ajoute à ce montant-là pour ce bilan-ci, parce que je viens juste de recevoir les informations pour l'année 2022. Donc ce formulaire-là, en fait, ce document-là que je reçois de mon employeur m'est juste parvenu dans le mois de juin. Donc c'est pour ça que j'ajoute cette information-là à ce moment-ci. Donc, faut que vous soyez conscient que ce montant-là va clairement biaiser le taux de croissance de mon actif net que je vais présenter à la fin du bilan, parce que c'est un 30 000$ qui a été ajouté pour ce bilan-ci, mais qui est en fait réparti un peu dans toute l'année 2022. Prochaine catégorie d'actifs, c'est le régime épargne-études enregistré de mes deux filles, donc le REE, qui n'a pas changé depuis le dernier bilan, qui est toujours le montant du capital, donc qui me revient à moi, et toujours à 33 066 000$. Donc j'ai investi 9300$ début janvier pour rattraper un certain retard que j'avais, et depuis j'ai rien fait de différent. Ça m'a pris 2-3 minutes au début de l'année et le régime épargne études enregistrées de mes filles était réglé. Au total, le REE de mes filles est à 44 680$ à peu près, donc il y a environ 2500$ de plus qu'au dernier bilan. Donc ils ont environ en ce moment chacune à leur nom 11 500$. Donc la répartition en ce moment est à 61% dans GEQT et 29% dans XEQT, qui sont deux FNB d'allocation d'actifs, donc qui suivent, comme je disais tantôt, un peu comme VEQT, là. Mais GEQT est un peu plus axé sur tout ce qui est ESG, donc un peu plus vert, puis écologique, puis socialement responsable. Je répète que plus je vais me rapprocher du décaissement du régime épargne-études enregistré de mes filles, plus je vais commencer à équilibrer le portefeuille avec du revenu fixe, pour diminuer le risque lors du décaissement selon la volatilité du marché boursier. Ensuite, j'ai aucun compte non enregistré, donc mon CELI, mon REER, puis ceux de ma conjointe sont pas encore remplis, donc je commence pas à cotiser dans des comptes non enregistrés parce que je vais être imposé sur les gains
dans ces comptes-là en rendement, en dividendes et ainsi de suite. Donc, ça va vraiment être le dernier type d'investissement que je vais faire. Sinon, la valeur de ma maison, si je prends la moitié de la valeur parce que ma conjointe a également l'autre moitié, donc c'est 325 000 $ la valeur de cet actif-là pour l'instant. Je vais ajuster la valeur lors du bilan annuel, probablement un peu à la baisse parce que lors de la folie du COVID, je crois que la caisse a surévalué la valeur de ma maison, donc ça se peut que ce montant-là soit ajusté lors du bilan annuel de janvier prochain. La valeur de mon auto n'a pas changé depuis le dernier bilan non plus, toujours à 28 000 $. Je vais également ajuster la valeur de cet actif-là, si on peut appeler ça un actif, lors du prochain bilan en janvier. Sinon, j'ai aucun investissement en immobilier encore pour l'instant. Et en termes de prêts privés, donc j'utilise une plateforme de prêts privés en ligne que je vais pas nommer. Donc s'ils veulent que je les nomme puis que j'en parle, ils ont juste à faire de la publicité sur mon podcast. Donc j'ai actuellement à peu près 1140 $ sur cette plateforme-là. Et je vais pas aller avec des plus gros montants tant que mon CELI et mon REER seront pas pleins. Parce que je voulais seulement expérimenter la plateforme qui fonctionne jusqu'à maintenant assez bien avec des rendements d'environ 14-15% depuis que j'ai commencé. Donc, le total de mes actifs est de 586 600 $ environ. Avant, c'était environ 503 915, 916 $. C'est assez précis, finalement, c'est pas environ. Donc, si je fais une grosse estimation, j'ai 62 500 de plus en 3 mois dans mon actif, mais ça inclut le 30 000 $ de mon fonds de pension. Donc, si on enlève le 30 000 $ de mon fonds de pension, en 3 mois, j'ai réussi à ajouter 32 500 $ à la valeur de mon actif, avec les rendements, mais également avec mes différentes cotisations. Si on regarde du côté des passifs, maintenant, j'ai 0 $ en termes de dette de carte de crédit. Sinon, le seul passif, en fait, que j'ai, c'est la moitié de mon hypothèque. En fait, la moitié de l'hypothèque que j'ai avec ma conjointe, qui est actuellement à peu près à 64 566 $. Donc, le total de mes passifs, en fait, c'est le total de mon hypothèque, qui est à 64 566 $ et 41 sous. Donc, mon actif net, si on soustrait mon actif total et qu'on enlève les passifs, en fait, si on soustrait les passifs à mon actif total, on arrive à 522 022 $ et 48 sous. Et lors du dernier bilan, cet actif net-là était à 468 000 $ 840 et 46 sous. Donc, ça donne un taux de croissance de 11,3% depuis le dernier bilan. Mon portefeuille net, donc tout ce qui est liquide, que je pourrais juste vendre demain matin, et récolter de l'argent, donc mon CELI, REER, bon, j'ai inclus le fonds de pension également là-dedans, mes prêts privés, le compte épargne, le compte conjoint, donc tout ce qui est cash, liquide. Je suis maintenant à 233 589 $ environ, et lors du dernier bilan trimestriel, j'étais à peu près à 181 000, donc c'est un taux de croissance de 29,1%, mais il faut savoir que c'est grandement influencé par le 30 000 $ qui vient de mon fonds de pension, mais c'est quand même fou en 3 mois d'avoir un taux de croissance de 29% de mon portefeuille net. Je suis vraiment content de voir ça, mais on sait que la volatilité de la bourse peut m'amener complètement ailleurs lors du prochain bilan. Et ça sera pas grave, c'est normal quand on investit dans des actions. Donc en conclusion, on voit qu'investir dans des FNB indiciels, ben c'est plate, mais c'est efficace. Je me suis connecté à peu près 3 fois dans les 3 derniers mois pour 5 minutes à peu près à chaque fois pour investir dans les différents comptes Disney de ma famille, pas seulement les miens, et j'ai acheté des FNB passifs. Ce bilan-là me motive vraiment parce que j'ai pas mal plus d'argent que d'habitude en 3 mois, mais aussi il y a eu un petit peu plus de dépenses sur la maison dans les 3 derniers mois et certaines vacances en amoureux, donc je me sentais un peu dépensier pendant les 3 derniers mois, mais faire ce bilan-là aujourd'hui me revigore, puis ça montre vraiment l'impact d'être investi puis de faire travailler l'argent pour soi. Dans le prochain épisode, je vais vous résumer le livre plutôt de Tony Robbins qui a été publié en 2016 qui s'intitule Money Master the Game. Ce jeudi, je vais faire l'analyse de 3 titres qui vont être partagés avec vous sur la page Facebook du podcast de Finances fondamentales, soit Monster Inc. MNST, Viva Systems VEEV et Qualys QLYS. L'épisode tire à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de 3 façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99 par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux.
ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.